Bonjour à tous, comment va tout le monde? J'espère que vous portez bien par ces temps un peu difficiles. Merci de nous rejoindre à Planète Étudiant. Alors, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle présentation et on va parler de la variabilité des processus. Cette notion, elle est d'une importance primordiale dans l'analyse de la qualité, mais elle est un peu mal comprise. Alors, c'est quoi la variabilité des processus? En fait, pour parler de cette variabilité, il faut partir d'un constat que tout processus de production, il est variable, c'est-à-dire variable. Si on prend par exemple ces deux stylos, et on va supposer que ces deux stylos ont été fabriqués par le même processus et par les mêmes machines et par les mêmes opérateurs. En comparant les caractéristiques de ces deux stylos, ils peuvent nous sembler parfaitement identiques, mais en réalité, si on mesure des paramètres beaucoup plus spécifiques, on va avoir des différences entre ces deux stylos. Donc, plus cette différence elle est grande, plus on parle d'un système ou d'un processus qui est variable. Et bien sûr, cette variabilité dans le processus, c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas avoir des produits qui sont différents les uns des autres pour une même matière d'œuvre d'entrée. Donc, l'objectif, en fait, de la variabilité, de l'analyse de cette variabilité, c'est d'essayer de la minimiser, d'avoir le moins de variabilité possible. Parce que avoir une grande variabilité, c'est-à-dire avoir des pièces qui peuvent être considérées comme des rebuts, avoir des pièces qu'on devrait peut-être retravailler, des pièces qu'on devrait peut-être recycler, et avoir surtout un client qui n'est pas satisfait. Or, quel est l'objectif de la qualité? En fait, c'est d'atteindre cette satisfaction client. Plus nos produits sont variables, moins le client il est satisfait. Donc, on a intérêt, en fait, c'est l'objectif de toute l'étude de qualité, de satisfaire le client. On a intérêt de minimiser cette variabilité de processus. Donc, comment on devrait faire ça? Tout d'abord, il faut la décrire. On parle ici en langage parlé, on dit que les deux stylos sont différents, ces deux produits sont un peu différents les uns des autres, mais comment quantifier mathématiquement cette variabilité et comment voir comment elle est mise en œuvre, cette variabilité, au niveau d'un processus bien déterminé. La première chose à faire, c'est l'échantillonnage de votre population de produits. C'est-à-dire quoi l'échantillonnage? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tester tous les produits que nous avons pour un processus. On va prendre un échantillon de taille petite n qui est inférieur à la taille de toute la production qui est grand N, qu'on appelle la population étudiée. On ne peut pas travailler sur toute la population, c'est impossible. Donc, cet échantillon N, on va le prendre, on va étudier ses paramètres et puis on va choisir un deuxième échantillon, un troisième échantillon, etc. Les méthodes d'échantillonnage sont très diversifiées. On pourrait avoir un échantillonnage aléatoire. On pourrait avoir un échantillonnage qui est rythmé par un sens bien déterminé. Par exemple, je vais prendre 3 pièces de haut, puis une pièce en bas, ou bien un échantillonnage qu'on va prendre en mesurant le temps. Par exemple, on va prendre une pièce qu'on va considérer comme échantillon tous les demi-heures, etc. Donc à chaque fois qu'une demi-heure est passée, je prends la pièce, je l'ai mis dans un panier à part, et etc., jusqu'à avoir l'échantillon que je vais étudier. Donc les méthodes d'échantillonnage sont très aléatoires. Il y a l'échantillonnage stratifié, il y a l'échantillonnage aléatoire, il y a différents types d'échantillonnage possibles. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre qu'on ne va pas travailler sur toute la population, mais qu'on va travailler sur un petit échantillon de cette population. Une fois que c'est fait, on va essayer de décrire cette variabilité. La première chose qu'on pourrait faire pour décrire cette variabilité, c'est de tracer l'histogramme. L'histogramme peut nous donner une idée assez claire de comment sont réparties les valeurs. Donc, si on va considérer un échantillon de taille petite n inférieure à grand N, et on va considérer une grandeur E
qu'on va mesurer pour tous les produits de cet échantillon. Par exemple, je vais prendre un stylo et je vais mesurer sa longueur. Donc la longueur du stylo, c'est notre variable E qu'on cherche à mesurer à chaque fois. Alors, dans un monde parfait, ce E serait le même pour tous les stylos. On ne devrait pas avoir une variabilité ou bien une différence entre la longueur du premier stylo et la longueur du deuxième stylo et la longueur du troisième stylo. On devrait avoir la différence entre ces différentes longueurs qui est égale à 0. Donc faites attention ici et n'oubliez pas qu'on est en train de mesurer la même valeur pour tous ces échantillons ou bien tous ces produits. Donc on devrait normalement avoir des valeurs très proches les unes des autres, ou bien on va avoir des valeurs qui sont égales dans un monde parfait, toujours, mais sinon, on devrait avoir, si on va avoir des valeurs qui sont très différentes, c'est une chose très mauvaise pour notre production, parce que ce sont des valeurs qu'on devrait trouver exactement identiques. J'espère que vous avez compris cette notion. Il ne faut pas enlever de la tête qu'on est en train de mesurer la même grandeur pour tous les éléments. Donc notre grandeur, on va l'appeler E. Et on va se proposer de déterminer la répartition de ces valeurs de E selon les mesures faites sur le produit. Donc, pour cela, j'ai pris un petit exemple. Donc, la méthode, comment on va faire? Par exemple, on a 28 produits au total. Donc, ces 28 produits, on va les diviser en un nombre de classes. Ici, c'est 4. D'accord? Pour chacune des classes, on va mettre les limites inférieures et les limites supérieures. C'est quoi cette notion de classe? Par exemple, j'ai mesuré cette longueur. J'ai trouvé 15 cm, 15,1, 15,2, 15,3, et puis peut-être 15,8, 15,01, 15,02. Ce sont des valeurs qu'on a mesurées sur différents stylos. Donc, ces valeurs, on va essayer de les répartir en intervalles. Et les limites des intervalles, on va les assigner de façon à avoir A1 plus petit que B1, B1 plus petit que A2, etc. On va les diviser en 4 intervalles de préférence qui ont les mêmes longueurs. Les intervalles, par exemple, de 1 à 3, de longueur 2, de 3 à 5, de longueur 2, de 5 à 7, de longueur 2. Bien sûr, ces limites ne sont pas fixes. On peut avoir A1 une valeur qui n'existe pas dans le tableau de mesure qu'on a pris. Et à 3, on peut avoir une valeur sup qui n'existe pas aussi. Mais de préférence, il faut choisir des valeurs qui existent dans vos tableaux de mesure. Comment déterminer le nombre de classes? K est le nombre de classes qu'il faudrait choisir. Et petit n, c'est la taille de l'échantillon. Il faut faire racine de n pour trouver K. Ou bien, on peut faire aussi K égale log 2 de n. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez utilisé, ici, on suppose, enfin mon calcul n'est pas correct ici, si n égale à 16, donc racine de n égale à 4, donc on va avoir 4 classes. Voilà. Après avoir limité ces classes et donné la valeur limite de ces classes, on va déterminer l'effectif de chaque classe. C'est quoi l'effectif de chaque classe? C'est-à-dire combien des éléments mesurés se trouvent dans cette classe. Par exemple, on va supposer que la classe elle est entre 15 et 15,5. Combien nous avons d'éléments mesurés dans notre tableau de mesure dont la longueur est comprise entre 15 et 15,5. Par exemple, ici, 4. Le deuxième intervalle, idem, on a trouvé 9. Le troisième, on a trouvé 10. Et puis, le quatrième, on a trouvé 5. Et puis, on va passer au calcul de la fréquence en pourcentage. Donc, comment on calcule la fréquence? On fait le total. Donc, ce total représente 100%. Combien représente ce 4 de ces 100%? Donc, normalement, c'est 4 fois 100 sur 28. D'accord? Et puis, on fait la même opération. On peut utiliser Excel ici. C'est facile de générer la même formule pour toute la colonne. Et puis, on va faire le cumul des effectifs. Le cumul, comment on le calcule? On laisse ce 4 à sa place, puis on lui ajoute 9. Au 9, on lui ajoute 10. Au 10, on lui ajoute le dernier 5. Il faut avoir à la dernière valeur le nombre total des éléments que vous avez. Idem ici, on va faire la fréquence cumulée
donc 14,28 plus 32,14, etc. Et à la fin, vous devrez avoir une valeur qui est très proche de 100%. Donc une fois que vous avez complété ce tableau, on va tracer l'histogramme de ces valeurs. Donc l'histogramme, on pourrait le tracer ou bien le nombre de classes ou le numéro des classes en fonction de l'effectif, ou bien on pourrait aussi le tracer en fonction de la fréquence. Donc si vous voulez utiliser la fréquence, allez-y. Si vous voulez utiliser l'effectif, c'est correct aussi. Vous voyez bien, vous avez 4 classes et vous avez la valeur, l'effectif de chacune des classes. Donc normalement, le fait que j'ai 4 classes montre qu'il y ait une variabilité. Et plus vous avez cette étendue et cette variabilité entre les différentes valeurs est grande, plus votre variabilité elle est grande. Donc on pourrait ici avoir une idée un peu de là, est-ce que notre variabilité elle est grande. Dans la dernière partie, on a présenté l'histogramme comme étant une première méthode avec laquelle on pourrait présenter ou bien décrire la variabilité des processus, initialement, du moins. L'histogramme estime en fait la densité ou bien la fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire à partir des observations d'un échantillon. Il y a aussi une courbe qu'on pourrait tracer, ça s'appelle la courbe de fréquence cumulée et qui estime la fonction de répartition d'une valeur aléatoire ou bien d'une variable aléatoire. On peut la tracer en traçant f de la borne supérieure d'une classe égale la fréquence cumulée. Et on va voir la courbe ou bien la fonction de répartition de cette grandeur E dans cet échantillon qu'on a choisi d'étudier. Donc, ces deux présentations sont deux représentations graphiques, mais il y a aussi pas mal de possibilités mathématiques, de probabilités qu'on pourrait utiliser pour exprimer cette variabilité. Mais il y a deux choses principales dans la variabilité qu'on va chercher à étudier dans cette présentation et dans la présentation prochaine, lorsqu'on va faire les cartes de contrôle MSP. Donc, ces deux caractéristiques de la variabilité sont tout d'abord la tendance centrale et ensuite la dispersion. Toute l'étude de cette variabilité, elle est basée sur ces deux éléments. C'est quoi la tendance centrale? C'est-à-dire, lorsqu'on va tracer cette variable aléatoire, autour de quelle variable on va trouver les valeurs les plus nombreuses. Et donc, quelle est sa tendance centrale ou bien quelle est la valeur la plus remarquable qu'on a trouvée ou la plus fréquente, si vous voulez, qu'on a trouvée. Et puis, vous avez cette notion de dispersion. Lorsqu'on va tracer la courbe de cette variabilité, on va voir si cette courbe elle est très étalée ou bien elle est étroite. Plus cette courbe elle est étroite, moins on a de variabilité. Si la courbe qu'on a tracée elle est étroite, c'est-à-dire que les éléments de notre échantillon sont très proches les uns des autres. Par contre, si on va trouver une courbe qui est étalée, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre les différentes valeurs qu'on vient de mesurer, ce qui indique une grande dispersion dans la variabilité. Donc on a deux éléments autour de quoi sont centrées nos valeurs, qui est la tendance centrale, et puis la dispersion de cette représentation, est-ce qu'elle est étroite ou bien large, ce qui va indiquer aussi une mauvaise variabilité, donc ou bien une grande variabilité. Pour cela, nous allons utiliser, pour représenter ces deux éléments, les paramètres de la statistique, essentiellement de la probabilité, pour représenter la tendance centrale et la dispersion de ces mesures. Pour la tendance centrale, comme je viens de le dire, l'objectif est de déterminer la valeur autour de laquelle se concentre la plupart des mesures. On va utiliser des calculs de la statistique descriptive. Une tendance centrale, ça peut être la moyenne. Donc, pour ces valeurs qu'on a dans l'échantillon, on pourrait calculer la moyenne et puis placer cette moyenne dans notre graphe qu'on vient de tracer ou bien la fonction de répartition ou bien la densité de probabilité et on va voir est-ce que nos variables ou bien nos mesures sont centrées autour de la moyenne ou pas. Ça peut être une bonne indication. On pourrait aussi utiliser la médiane.
La médiane, c'est, si vous voulez, c'est l'axe qui va diviser nos valeurs sur deux parties qui sont égales de même poids, si vous voulez. Donc, le calcul de la médiane aussi, on pourrait la calculer et la placer dans notre courbe pour voir est-ce qu'elle donne plus de description sur cette valeur centrale que la moyenne ou pas. Parce qu'on pourrait avoir des éléments qui sont très différents les uns des autres, mais qui ont la même moyenne. Ce problème est résolu par l'utilisation de la médiane. Il y a aussi ce qu'on appelle les quantiles. Les quantiles, par exemple le Q 0,25, le Q 0,5, le Q 0,75. Donc, et puis vous avez aussi le Q3 qui revient à la même chose qui est que la médiane. Donc, ces quantiles, c'est-à-dire qu'on va tracer une ligne ou bien une valeur qui est égale à 25% de notre échantillon. Une valeur qui est égale à la moitié de notre échantillon et bien une valeur qui est égale à 75% de notre échantillon. Et on va voir si peut-être notre valeur tendance centrale de cet échantillon n'est pas la moyenne, peut-être qu'elle n'est pas la médiane, peut-être que c'est l'un des quantiles aussi. On va essayer de voir, de tester les différents descripteurs et de voir quelle est notre tendance centrale. Voilà. Donc, je ne vous donne pas les formules de la moyenne, la médiane et les quantiles, mais ils sont facilement, vous pouvez les trouver facilement en cherchant sur l'internet. En ce qui concerne la dispersion, l'objectif ici, comme je viens de le dire aussi, est de déterminer comment sont dispersées les valeurs mesurées autour de la valeur centrale. On pourrait pour cela calculer aussi en utilisant la statistique descriptive la variance, ou bien le racine carrée de la variance qui va nous donner l'écart type, ou bien l'étendue, si c'est la valeur maximale de votre échantillon, moins la valeur minimale de l'échantillon. On pourrait aussi calculer l'écart interquartile qui est égal à la différence entre Q3 et Q1, qui sont les quartiles Q3 et Q1 qu'on vient de définir dans la partie précédente. On pourrait aussi calculer les moyens centrés d'ordre K. Donc, tous ces paramètres, si vous voulez vous approfondir, vous pouvez trouver les formules mathématiques correspondant à ces variables automatiquement. Donc, une grande variance ou bien un grand écart type montre une grande dispersion. Une grande étendue montre que la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale, elle est large. Donc, si on a une petite étendue, c'est-à-dire que les valeurs, ils sont étroites, ils sont très proches les uns des autres. Et n'oubliez pas toujours qu'on est en train de mesurer la même grandeur, qu'on devrait retrouver les mêmes valeurs pour toutes les mesures. Donc, si on a une étendue qui est faible, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que nos valeurs sont très proches les uns des autres. Mais si on a une étendue qui est large, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre les valeurs mesurées qu'on devrait trouver égales. Je rappelle toujours qu'on devrait trouver égales parce qu'on a tendance à oublier qu'on est en train de mesurer la même valeur. Voilà. Donc, c'est l'objectif de cette partie. Donc, je rappelle donc, deux caractéristiques essentielles de cette variabilité, la tendance centrale et la dispersion. Une fois que c'est fait, sur un échantillon ou bien sur plusieurs échantillons, on va penser à modéliser mathématiquement cette variabilité en l'approchant le plus possible d'une représentation connue de probabilité, d'une distribution, si vous voulez, connue de probabilité. Donc, l'objectif de cette modélisation est de prédire les propriétés de l'ensemble de la production en exploitant les résultats trouvés sur un échantillon. Ce qu'on vient faire, on vient de trouver le résultat sur un échantillon et notre objectif maintenant, c'est de, si vous voulez, généraliser ce résultat sur toute la production. Donc, souvent, la distribution de valeurs d'un échantillon est proche des modèles mathématiques qui sont proposés dans la théorie de la probabilité, à savoir par exemple, la loi de Bernoulli, la loi de Poisson, la loi géométrique, la loi de distribution normale. En fait, la loi la plus commune qu'on utilise, c'est la loi de distribution normale.
Donc, comment on fait? On va exploiter les informations contenues dans l'échantillon pour sélectionner le modèle approprié. Chaque modèle est caractérisé par sa forme, sa position, sa dispersion et une combinaison des trois éléments. Plus l'échantillon est grand, plus on a de précision et plus on a de chances de réaliser une approche, une modélisation plus correcte. Mais sinon, si on ne peut pas avoir un échantillon trop grand, il faut avoir plusieurs échantillons pour généraliser correctement notre approche. On peut évaluer la confiance des prévisions. Il y a des méthodes pour faire ça. On pourrait définir même des intervalles de confiance, qu'on va appeler des intervalles de confiance. Et à partir de cela, on va dire que notre répartition ou bien notre distribution a l'allure d'une distribution normale. Cette distribution normale, sachant par exemple l'écart type, on pourrait déterminer l'écart type et la moyenne, on pourrait déterminer son expression mathématique. Si on a cette expression mathématique, on peut à chaque instant déterminer qu'est-ce qu'on va avoir dans notre produit en utilisant ce modèle mathématique. Donc, c'est l'objectif de cette modélisation. Voilà pour cette première partie qui concerne la variabilité des processus. Merci de votre attention.